les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu les premières années du mandat de Premier ministre de Golda Meir de 1969 à 1972. Pendant toute cette période, Anwar el-Sadat, le président égyptien, va mûrir un plan. Comme je l'ai indiqué la dernière fois, il se sépare d'abord des conseillers soviétiques de Gamal Abdel Nasser et il passe une véritable alliance de fait avec les États-Unis. Les Israéliens ne se préoccupent pas plus que cela de cette affaire, parce qu'ils considèrent que Sadat, qui n'a pas été un vice-président très actif de Nasser, est quelqu'un qui n'a pas d'envergure. Pourtant, Sadat, lui, n'a qu'un rêve, c'est de récupérer le territoire égyptien. Et il sait que pour récupérer ce territoire, il doit mener une opération militaire importante qui fasse plier Israël, puisque les Israéliens, d'une part, pour beaucoup, n'ont pas envie de rendre le Sinaï à l'Égypte. Moshe Dayan déclarera qu'il vaut mieux garder Sharm el-Sheikh plutôt que d'avoir la paix. Il considère qu'on peut même implanter, pourquoi pas, des colonies dans le Sinaï. Il y en aura une d'ailleurs qui sera implantée à Yamit. Donc, plus tard d'ailleurs. Donc, on ne s'intéresse pas plus que ça à ces manœuvres égyptiennes. On s'y intéresse pas non plus quand on voit que l'Égypte se réarme et entraîne son armée de manière intensive, malgré quelques avertissements qui sont donnés par les services secrets, qu'il s'agisse du Mossad principalement ou de quelques autres services, qui disent attention, il est en train de se préparer quelque chose du côté égyptien, et les Israéliens considèrent que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'armée israélienne qui a montré sa valeur en 1967 pendant la guerre des Six-Jours n'a rien à craindre des pays arabes envers lesquels il y a un mépris profond dans la classe politique israélienne, qu'elle soit de gauche comme de droite, ce qui fait qu'on ignore complètement tous ces avertissements. Pourtant, les avertissements se multiplient, d'autant qu'on voit que le réarmement égyptien s'accompagne d'un réarmement syrien, lui fourni par les soviétiques. Et donc la montée des périls n'est pas vue par les dirigeants israéliens, malgré, encore une fois, les avertissements des services de renseignement qui sont bien placés. Il y a des proches de Sadat qui donnent des renseignements à Israël. Il y a des pays arabes modérés qui, tout en ne reconnaissant pas Israël, entretiennent quelques relations discrètes. C'est le cas notamment du Maroc, et le roi du Maroc donne quelques alertes au gouvernement israélien discrètement. Mais rien ne se passe. Moshe Dayan, qui est le ministre de la Défense, est sûr de son fait. Il n'y a rien à craindre de ce côté-là. Golda Meir, en tant que Premier ministre, suit ce que disent les militaires dans la mesure où elle n'est pas militaire elle-même et elle reconnaît humblement qu'elle n'a pas fait de service militaire et que, en matière de stratégie militaire, elle n'y connaît rien. Donc, elle fait confiance aussi bien à Moshe Dayan qu'aux généraux, ceux qui ont construit la ligne Bar-Lev, donc Chaim Bar-Lev, David Eleazar, etc. Chef d'état-major David Eleazar. Donc,
on ne voit rien venir. On ne voit rien venir, mais le jour de Kippour d'octobre 1973, c'est la surprise. D'une part, les Égyptiens et les Syriens attaquent en même temps. Ils ont naturellement choisi la date autrement que par hasard. C'est le jour où tout le monde en Israël est dans les synagogues ou n'est pas à son poste de travail. Et les Égyptiens traversent le canal de Suez et enfoncent la ligne Bar-Lev. Et à partir de là, Israël est menacé. Donc, une situation difficile s'annonce pour Israël à cette date. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.